Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV Afrique. Merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro. Il sera question de la sécurité et le développement dans la zone sahélo-saharienne, cette vaste zone qui constitue une des plus grandes concentrations des menaces sur la paix, la sécurité et le développement, avec notamment la présence des groupes terroristes tels que Boko Haram dans les pays riverains du lac Tchad, les mouvements terroristes dans le nord Mali, ainsi que d'autres trafiquants de drogue qui écument le sud libyen. Et qu'est-ce qui explique la forte présence des terroristes dans cette zone? Quels sont les défis majeurs de sécurité et de développement auxquels font face les pays situés dans cette zone? Eh bien, deux invités avec moi sur ce plateau pour en parler. Docteur Driss Ferra, vous êtes chercheur et consultant senior en gestion stratégique des entreprises. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec nous également sur ce plateau, colonel Ousseynou Pouy, vous êtes donc ancien expert des Nations Unies de l'UA, paix et sécurité, mais également expert à l'Institut d'études politiques et stratégiques CEDEAO. Merci d'être avec nous. Merci, M. Diallo. Alors, nous allons commencer avec vous, mon colonel. La problématique de la sécurité sur le continent est devenue particulièrement complexe. Les menaces, les risques s'additionnent dangereusement, si on peut dire ainsi, qui pèsent lourdement sur le développement du continent. D'abord, qu'est-ce qui explique la forte présence des terroristes dans cette partie du continent africain? Ce qui l'explique est une espèce de dissémination des terroristes sur un territoire qui est extrêmement large, qui est des fois compartimenté, avec des frontières extrêmement poreuses. Un territoire aussi atypique qui va du Sahara à un Sahel, à des zones semi-désertiques, à des zones aussi forestières extrêmement serré. Le contrôle de cet espace-là revêt plusieurs types d'opérations qu'il faut peut-être mener une à une ou les mener tout à la fois ensemble. Le train de prédilection du terrorisme ou les terrains de prédilection sont extrêmement nombreux et épars. Et ces terrains-là sont surtout favorables au terrorisme dès qu'ils sont plus ou moins inhabités. La polarisation des populations ne donne aucune chance au terrorisme, réellement. Pourquoi? Parce qu'il y a la proximité et sur la promiscuité qui combat le terrorisme. Dès que l'espace est ouvert, on sent des créneaux de passage. Mais il y a des pays dans le Sahel qui ont une vaste une démographie plutôt assez poussée, pour ne pas citer le cas du Niger. Pourquoi je veux dire que le terrorisme a changé depuis quelques années de géographie? Mais parce que des espaces ont dû se créer entre zones fortement urbaines et zones assez désertiques, sahéliennes et fortement campagnardes. C'est cette évolution d'espace qui leur a permis de s'installer d'une façon insidieuse, prenant tout l'espace et le temps nécessaire de le faire, en collaboration avec des populations qui peut-être n'en veulent pas, mais qui, habitées par la peur, en fait, assistent inactives au développement, même pas au développement, mais à l'installation, ne cesse précaire, de ces masses et de ces groupes terroristes. Alors, nous y reviendrons certainement beaucoup plus amplement avant la fin de cette émission. En attendant, docteur Driss Ferra, à l'évidence, l'Afrique est confrontée à de nombreux défis sécuritaires, sans lesquels aujourd'hui il serait difficile ou même impossible d'impulser une nouvelle dynamique de développement sur ce continent.
Comment peut-on faire pour relever ces défis, ne serait-ce que pour assurer un développement viable sur le continent? J'avais dit au colloque international au mois de février par la avec la télévision sénégalaise que le défi de l'Afrique, le problème de l'Afrique est un problème de gestion. Quand on enseigne aux étudiants de master, je leur dis que les entreprises ou les organisations d'une manière générale peuvent manquer de ressources naturelles, de finances. On peut les avoir en faisant des emprunts, mais quand on manque de matière grise, quand on manque de gestion, eh bien, ces entreprises, ces organisations en général, ne peuvent pas se développer. Le défi de l'Afrique est un défi pas sécuritaire, mais de développement. Et le développement commence... On ne peut pas assurer un développement sans pour autant avoir un espace pacifié. Vous me faites rappeler la fameuse équation. Est-ce que la sécurité amène le développement ou est-ce que le développement amène la sécurité? Une question indissociable. Voilà, cette dichotomie, elle est souvent perçue dans les recherches, en sciences de gestion notamment. Est-ce que la performance économique amène la performance sociale, c'est-à-dire la sécurité, ou est-ce que la sécurité, la performance sociale, amène la performance économique? Il y a des écoles, certaines écoles pensent à la priorité de la performance économique, c'est-à-dire le développement d'abord qui va amener la sécurité. Une société qui n'est pas développée, un citoyen, un salarié qui n'est pas développé, qui n'est pas instruit, ne peut pas être en sécurité pour lui-même et pour les autres. Un salarié heureux, il est heureux pour lui-même et pour les autres. D'autres écoles pensent que c'est le développement de la sécurité, c'est le développement, la performance sociale qui amène le développement économique. Qui est le premier, qui est le second? C'est comme, est-ce que l'œuf ou est-ce que la poule qui était au départ? Mais il faut voir cet enjeu de défi de l'Afrique d'une manière systémique et non pas réduite à une question oui ou non, ou alors qui le premier, le développement ou la sécurité. Il faut le voir d'une manière systématique. Moi, je pense, et d'une manière générale, tous les chercheurs, tous les managers, tous les responsables, les décideurs voient que le développement, c'est d'abord l'éducation, c'est l'enseignement. Il faut commencer par le développement, tout en pensant bien sûr à la sécurité. Mais je donne priorité au développement qui amène la sécurité. La sécurité a des retombées positives sur le développement. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des entraves à des sécurités sectorielles, à des sécurités isolées qui n'enlèvent rien à cette équation que le développement est prioritaire à la sécurité. Voilà ce que je voudrais... Alors, vous, selon vous, si nous vous comprenons bien, il faut d'abord un développement viable pour ensuite arriver à prendre en charge la sécurité d'une zone bien donnée. En Afrique, le défi véritable, c'est d'abord le développement. Alors, sur cette question bien précise, c'est vrai qu'on dit souvent l'homme, c'est le capital le plus précieux dans toute chose, dans tout processus de développement. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Afrique doit asseoir comme mécanisme, ne serait-ce que pour, comme vous le dites, assurer ce développement viable sur le continent? Les mécanismes, je peux vous dire tout de suite, vous demandez souvent aux gens et dans les colloques quel modèle pour l'Afrique, quel modèle pour le Maroc, quel modèle pour la Tunisie. Il n'existe pas de modèle. Quand on emprunte un modèle, c'est un modèle qui a réussi ailleurs. Il ne réussit pas nécessairement dans un pays. Il faut le contextualiser, il faut l'adapter. Chaque pays, chaque organisation doit trouver le mécanisme et le modèle qui lui est adéquat. Le modèle pour l'Afrique, ce que je viens de dire hier aux étudiants master, c'est la jeunesse. C'est la génération actuelle à qui j'ai beaucoup confiance et qu'on doit encourager pour changer
l'Afrique pour changer le mode de gestion, le mode d'approche. Et parce que cette génération que nous sommes, nous avons fait ce qu'on a pu. C'est comme les parents. Maintenant, la balle est chez les jeunes, la génération Y, qui est une génération de numérique, de la technologie. Et le mécanisme pour l'Afrique, c'est d'asseoir, c'est d'encourager la jeunesse, de leur donner la possibilité et l'initiative d'agir et de changer au lieu de monopoliser la décision et la solution ou le modèle. Souvent, le modèle vient d'une manière transcendante et on oublie que probablement la solution réside dans cette jeunesse à qui on doit donner la liberté d'expression et on doit l'écouter. Vous voyez même en France ce qui s'est passé. Souvent, les responsables ou les parents ne donnent pas la possibilité aux enfants, comme les profs n'écoutent pas suffisamment les étudiants, et les étudiants ont souvent des solutions qu'il faut explorer. Donc pour moi, la solution réside dans la jeunesse qu'il faut encourager, à qui il faut donner de l'initiative. Vous savez, les jeunes actuellement, ils ont assez de modèles et des approches contraignantes. Ils veulent avoir une liberté, une responsabilité. Voilà ce que nous avons recherché aussi dans notre étude qualitative sur le Maroc. Nous avons trouvé, en interrogeant des experts, des étudiants, des ministres, des managers, des chefs d'entreprise, et on a trouvé que la jeunesse a besoin d'être responsabilisée. Justement, on y reviendra. Alors, mon colonel, Dr Driss Fer, a un peu évoqué le modèle de développement dont l'Afrique, le continent a besoin, en fondant espoir sur la jeunesse, qui incarne selon lui l'avenir et l'espoir. Et pourtant, le constat qui s'impose en Afrique, la plupart des jeunesses sont un peu découragées par la pauvreté, sont enrôlées dans certains pays qui traversent ou qui connaissent des conflits. Alors aujourd'hui, développement et sécurité, pourtant l'Afrique, dans son agenda 2063, s'était fixé un objectif particulièrement ambitieux, celui de faire taire les armes en 2020. Nous sommes pratiquement à moins de 2 ans de cette échéance. Aujourd'hui, développement et sécurité, la bonne gouvernance, la paix, la stabilité, des questions qui sont indissociables. Docteur parle de priorité comme développement. Vous en pensez quoi? Ce que j'en pense, c'est qu'en vérité, les deux sont fortement liés. Si vous regardez bien l'ensemble des Nations Unies et de l'OIA, je l'évoque en anglais, ils parlent souvent du pillar 1, du pillar 2. Ça peut être le pillar 1, peut-être les operations, comme le pillar 1 peut être le développement. Mais quoi qu'il en soit, le plus souvent, il marche à 2 pieds. Et le développement, et les opérations. Et qui dit opération parle plus d'opérations militaires, c'est vrai, mais parle aussi beaucoup d'opérations civiles. C'est quoi? C'est l'intervention négociationnelle qui permet aux officiers politiques ou bien aux political officers, aux civil affairs officers d'intervenir pour asseoir les prémices de la première paix qui présuppose qu'on a stabilisé et que les opérations vont devoir céder la place au développement. Il faut d'abord assurer un espace pacifié pour jeter les bases, les premières bases dans le développement. Exact. Et le faisant, nous avons les partenaires, d'où qu'ils viennent. Les États, oui, avec ou l'UA ou l'ONU. Mais nous avons aussi les partenaires stratégiques, les ONG, la société civile et les grands contributeurs qui, hors du fait qu'ils contribuent aux organisations internationales, sont à nos côtés, à savoir l'OIM. Pourquoi? Parce que
dès que le problème se pose en matière d'opération, nous avons un déplacement de population. Ces gens, ils ne sont pas dans la guerre. Ils sont hors de la guerre, mais la guerre a tendance, la crise a tendance à les attirer ou à les faire fuir. Il faut essentiellement les mettre en zone de sécurité, de donner à manger, à boire, leur parler, mentalement, leur faire comprendre qu'on est en fin de parcours. Ces fins de parcours-là, uniquement c'est le développement qui joue, les développeurs qui jouent essentiellement ce rôle-là. Ces développeurs-là, ils sont multiformes, ils sont multifonctionnels. Et ils ont le savoir-faire et ils ont surtout le vécu qui permettent aux populations de s'agripper à cet espoir qui fait de l'espérance et qui permet de stabiliser une fois pour toutes une zone ciblée. Alors pour rebondir sur ce propos, mon colonel, pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il y a des initiatives africaines avec l'africanisation des politiques de défense et de sécurité par les organisations régionales. À titre d'exemple, on va citer cette force conjointe, le G5 Sahel. Pourquoi ces initiatives ou le phénomène du terrorisme arrive à survivre à ces initiatives africaines? Bon, les initiatives, il y en a eu plusieurs. Et il y en aura toujours plusieurs parce que dans ce mode de travail, on va de perfectionnement en perfectionnement. Le G5, c'est un plus. Le Forum de Dakar, International de Dakar, est un plus. Ce sont ces plus-là qui permettent d'avoir en fait les cercles. Mais il faut que les cercles soient concentriques. Et ces cercles concentriques permettent d'avoir une chaîne. Cette chaîne permet à tout venant, non pas de parer à toute éventualité, mais d'aller vers la prévention, dont on parle aussi souvent. On parle d'éveil, on parle de précocité et de beaucoup de choses. Mais au moins, le cercle quantique permet d'avoir des leçons communes et de tirer les enseignements pour des situations qui sont complexes, mais qui ont des ressemblances à terme. Le faisant, on arrive à essaimer sur un territoire bien défini, tout en ayant effectivement cette duplicité de force, cette dualité de force. Mais en fait, ces forces-là, elles n'ont pas de dualité. Elles, en fait, s'imbriquent. Mais en fait, le problème le plus complexe, c'est arriver à avoir l'implication la plus parfaite. C'est ce qui explique qu'on a un G5 par là, on a la CEDEAO, on a l'OUA, on a l'ONU. Mais ce qu'il faut essentiellement retenir, c'est qu'aucune... Il y a des missions différentes parce que l'ONU, c'est le maintien de paix dans une zone instable. Je vous donne un exemple. Quand on vous dit que le G5, le Sénégal n'y est pas, certes, mais que c'est adoubé par l'ONU, soutenu par l'OUA. Vous voyez déjà. L'UA. Ça, c'est l'UA. C'est déjà un effet générateur d'espoir, un effet générateur de mental. Le plus complexe pour ces organisations, c'est peut-être seulement la logistique et les moyens. Or, le partenariat, créé ou pas créé, il sera spontané. La vitesse est différente, c'est vrai, l'approche est différente, mais le partenariat, une fois que les opérations sont engagées, le partenariat se crée de lui-même. La lenteur, on travaille essentiellement sur la durée et essentiellement le maximum de force qui arrive et le temps. Le grand combat, c'est quoi? C'est que les partenaires réagissent au plus vite, surtout au moment de la prévention. Au moment de la prévention. Alors, docteur, on parle de plus en plus d'approches intégrées dans la zone pour venir à bout de ce phénomène. Comment faudra-t-il ou qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir ce cadre de partenariat fécond et de confiance entre surtout les pays de la même zone dans le cadre de la coopération sud-sud? Oui, le partenariat
est devenu de plus en plus un mode de gestion dans les discours managériaux et même des décideurs. Et surtout, le terme confiance, Sarkozy l'avait annoncé quand il est venu au Maroc, pour lutter contre la pauvreté, aussi la sécurité, il faut aussi de la confiance. Et entre les pays africains, cette confiance est nécessaire pour pouvoir résoudre des problèmes globaux d'une manière générale et trouver la solution au conflit dont vous parlez, puisque votre sujet, c'est la sécurité. Et des fois, la sécurité, ce n'est pas les Africains qui l'ont créée. Ce n'est pas les Africains qui l'ont créée. La sécurité, elle est probablement créée par d'autres à des fins économiques, à des fins d'hégémonie. Voilà pourquoi les écoles qui soutiennent le développement envers la sécurité, parce que la sécurité n'est que une crise passagère, elle n'est pas conjoncturelle, elle est plutôt conjoncturelle et non pas structurelle. Mais ce qui est structurel, c'est le développement, c'est la gestion et la transparence et la gouvernance des ressources naturelles, parce que l'Afrique est la plus riche des planètes. Et pourtant, elle est la plus pauvre et la plus diminue en matière grise, en matière de technologie. Cette contradiction, ce paradoxe entre les ressources naturelles et les ressources humaines... Il explique, parmi lesquelles l'insécurité qui est grandissante sur le continent, non? Oui, mais ce n'est pas vous qui avez créé cette insécurité, ce n'est pas moi. Si vous regardez en arrière-plan, dans la stratégie ou la géostratégie, ben, vous devez le savoir. Non, je vous demande pour nos téléspectateurs qui a créé selon vous cette insécurité. Ben, ce sont des nations qui veulent que l'Afrique soit tout le temps dominée, qui veulent que le monopole ou la colonisation, vous savez, il y a une colonisation physique, géographique, géostratégique, il y a une colonisation qui est maintenant de plus en plus, non pas intellectuelle, francophonie, anglo-saxon, mais de plus en plus c'est une colonisation numérique. Donc ce sont les géants, les GAFA, les multinationales, Google, Facebook, Amazon et autres, qui gouvernent le monde d'une manière générale, et leur intérêt est mis en jeu, que ce soit en Afrique, même en Europe, et vous le voyez, des guerres économiques. C'est ce que je vais tout à l'heure parler demain, samedi, de l'intelligence économique et l'intelligence stratégique. Donc pour vous dire que la sécurité, c'est comme un sujet pour dévier l'Afrique et les Africains du véritable problème qui est le développement, qui est d'abord de freiner l'immigration, les ressources. L'Afrique forme des ingénieurs, forme des médecins, mais ces médecins vont en Europe. Vous voyez, cette migration des savoirs et de la matière grise handicape aussi le développement de l'Afrique. Mais il faut dire que ce partenariat doit exister entre les pays sous-développés, entre le Sud et le Nord. Or, le Nord, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que des murs. Il ne fait qu'arrêter. Qu'est-ce qu'on dit, d'une manière générale? Au lieu que les pays avancés construisent des murs, ils doivent construire des ponts pour créer ce partenariat, cette intégration et ce transfert de technologie, parce que l'avenir des pays avancés réside dans l'avenir des pays non avancés. Vous parlez de partenariat aujourd'hui, cette forme de partenariat entre les pays membres du G5 Sahel, vous ne pensez pas que c'est un modèle à reproduire dans les autres ou dans certaines parties qui traversent des crises? Le partenariat n'est pas un modèle, mais c'est une nécessité. Souvent, on nous fait croire qu'il y a des modèles qui existent, qui ont réussi. Ces modèles-là ont été créés par les pays, ont été créés par les citoyens. Et le partenariat, c'est
c'est des idées de valeur, c'est la valeur de le prochain, c'est de s'entraider d'une manière générale si on le regarde au niveau micro. Mais d'une manière macro, le partenariat il est nécessaire et les alliances ils sont. Maintenant, on ne parle plus de partenariat, mais des alliances. Les petites entreprises, les petits pays doivent s'allier, faire des alliances pour faire le contrepoids aux grandes alliances des multinationales. Alors, nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. En quelques secondes, mon colonel, qu'est-ce que l'Afrique doit faire en dehors de cette force conjointe du G5 Sahel pour arriver à relever ce défi sécuritaire? Rester unis dans le développement. Un développement durable. Un développement qui se compte dans le temps et dans l'espace. Et aussi un développement où, en fait, le soutien du voisin est plus qu'essentiel. C'est uniquement par cette voie-là que l'Afrique pourra se développer. Et elle va le faire parce qu'elle n'a pas d'autre alternative que de vivre ensemble et de s'épauler d'une façon soutenue et durable. Merci, colonel Ousseynou Pouye, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes donc ancien expert des Nations Unies, de l'Union africaine sur paix et sécurité, expert à l'Institut d'études politiques et stratégiques CEDEAO, avec nous également le docteur Driss Ferrar. Vous êtes donc chercheur et consultant senior en gestion stratégique des entreprises. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de Médian TV Afrique. Merci également à vous d'avoir été de notre grand messieurs. Équipe technique rédactionnelle. Rendez-vous est pris pour le prochain numéro.